Donc bonjour, Marceau, formateur à l'IFBM. Donc, voilà, je te laisse présenter peut-être Brasseurs de France. Et alors, Brasseurs de France, donc un syndicat professionnel qui représente l'ensemble des brasseries françaises avec 90, on représente 98% de la production nationale et on a pour mission de défendre, fédérer et promouvoir la catégorie dans sa globalité. Donc voilà nos missions, nos services. Donc autour de plusieurs services avec le social, communication, affaires publiques, réglementaires, et au-dessus de nous, la déléguée générale Magali Filu et notre président Mathias Feckel. Et effectivement, on a une slide sur la représentation de nos adhérents en fonction de leurs hectolitres. Moi, pour vous présenter IFBM, c'est l'Institut français des boissons de la brasserie et de la malterie. On est situé à Nancy donc depuis 1962, en fait, sur le site de l'ancienne école de brasserie qui avait sur place. Et on est connu également pour notre filiale Caltech, qui rassemble plusieurs laboratoires d'analyse à la fois sur matières premières, mais également sur boissons. Donc voilà, on est finalement pas tant de personnes, mais beaucoup de métiers différents au sein de cet institut. Donc pas mal de collègues qui travaillent en labo sur l'analyse des matières premières, comme dit juste avant, qui font des analyses physico-chimiques, microbiologiques également sur boissons. Des collègues tout simplement qui sont également en halle de production. Donc nous, on a la capacité également de vous accompagner, pourquoi pas, sur un besoin de brassage à façon, donc quelque chose qu'on fait pour accompagner des porteurs de projets ou aider également de manière saisonnière certaines brasseries. Euh, voilà, on fait également de la recherche et développement. Donc, en plus de notre salle à brasser propre à la plateforme de production, on en a également une autre pour nous permettre de faire des essais. Puis toute une équipe dédiée à ces travaux voilà, de recherche, des fois fondamentale, comme de la recherche un peu plus pratique. Et enfin, du coup, notre service, le service auquel j'appartiens, on est on est actuellement trois formateurs. Donc, on fait à la fois de la formation pour toute personne, finalement, nouveau entrant comme expérimenté dans la filière. Et je parle bien de la filière, on ne touche pas que aux brasseries, on parle également, pardon, aux malteurs, également aux sélectionneurs de nouvelles variétés, etc. Et on propose également des actions un petit peu de consulting, vous accompagner, si besoin, sur de la création de recettes, sur l'optimisation de rendement, du dimensionnement, etc. Donc, pour commencer le webinaire sur le sujet du jour, donc on va s'intéresser au low alcool beer. Donc, on va faire déjà un premier point sur le marché à l'heure actuelle et finalement une diversification également des produits élaborés aujourd'hui de plus en plus par les brasseries pour essayer de créer déjà, pourquoi pas, un lieu ou du moins une adresse qui soit conviviale et qui parle à d'autres personnes qu'uniquement les consommateurs, on va dire, de bière standard, qu'on connaît un petit peu la définition de la bière avec présence d'alcool. On va avoir également le côté un peu pratique, production de la chose, donc comment faire ces bières plutôt allégées en alcool plus que sans alcool, avec les contraintes que cela peut avoir également. Et derrière, des points intéressants également sur l'équilibre des saveurs. Donc, passer une bière en standard, on va dire, à 5-6% d'alcool, c'est pas la même chose que finalement, derrière, élaborer une recette où on aura un pourcentage d'alcool qui sera bien moins important. Donc, premier point, un petit peu sur le côté marché, donc la diversification du marché et de ces produits. Donc, en ce moment, pardon, on entend énormément parler de la bière sans alcool. Donc, ça fait un petit peu la une des journaux, des différents médias. Donc, forcément, ça nous donne l'impression que c'est une nouvelle référence qu'on va devoir sortir dans notre catalogue. Limite que ça devienne une référence qu'on reproduit à la longue et pas seulement une éphémère. Mais bien sûr, il faut avoir en tête toutes les complications, toutes les difficultés de production et derrière de stabilisation de ce produit pour qu'on puisse le mettre derrière sur le marché. Donc aujourd'hui, effectivement, un rapport de Brasseurs de France d'ailleurs le montrait noir sur blanc. Par exemple, sur l'année 2024, qui pour l'ensemble de la filière a été relativement difficile. Et bah, c'est aujourd'hui finalement le marché du sans-alcool, c'est un marché qui a eu une certaine croissance et on évalue 1,1 million d'hectolitres qui auraient été vendus.
sur cette année 2024. Donc, je ne sais pas s'il s'agit, je pense qu'il s'agit de bières sans alcool, de diverses références, pas uniquement produits en France, mais par exemple, à 1,1 million d'hectos vendus de bières sans alcool, il faut savoir que chez nous, on produit environ 22-23 millions d'hectos. Donc, ça reste quand même une part vraiment non négligeable aujourd'hui par rapport à notre production, la quantité de bière sans alcool qui a pu être consommée. Que ça soit au niveau de la valeur, comme de la quantité de bière qui a été vendue, pardon. Aujourd'hui, on est sur à peu près 5% des ventes concernant le marché sans alcool en France. Euh, donc, une référence qui trône un petit peu sur tout ce marché, ça va être la référence Tourtel Twist, qui est largement sollicitée par les Français et qui, de mémoire, représente environ finalement 60 à 65% de l'ensemble des bières sans alcool qui sont consommées et vendues en France. Donc aujourd'hui, il y a également une autre démocratisation davantage orienté sur des produits considérés comme low alcool. On sera au-delà des 1,2% tolérés et acceptés dans une référence qui est réellement étiquetée sans alcool, mais on restera malgré tout à des taux relativement faibles par rapport à des recettes conventionnelles qu'on peut retrouver sur toute une liste finalement de bières proposées par une brasserie standard. Donc voilà, cette demande a tendance cette tendance semble augmenter. Il y a également l'effet qui est lié aux nouvelles générations, où on cherche peut-être à consommer davantage des produits ayant un goût intéressant et ayant un profil sensoriel qui nous apporte quelque chose, qui nous permet de diversifier également notre approche et notre palais, plutôt que directement viser des produits hauts en TAV, finalement, s'arrêter à boire une seule pinte ou un demi et ne pas goûter divers produits ou ne pas continuer à boire cette référence sur une soirée, sur une après-midi, sur un repas. Cette tendance de la bière sans alcool a également un effet qui peut être régional et qui peut être également saisonnier. Là, avec l'arrivée des beaux jours, si le temps se maintient dans certaines régions, c'est une référence qui peut vraiment plaire à une certaine clientèle. Attention, dans le Nord, c'est pas pour juger que les nordistes ne boiront jamais de bières faibles en alcool, mais c'est vrai qu'il y a déjà une sorte de tradition, une sorte d'appétence pour les bières un petit peu plus élevées au niveau de ce taux. Donc ça peut être intéressant, un petit peu comme lors de votre création de brasserie ou de la mise sur le marché et tout simplement d'une nouvelle recette, de faire un petit peu voilà, un petit tour d'horizon finalement des tendances et de vérifier qu'il y a bien une demande au niveau de cette de recette ou de ce type de produit. Donc voilà. Juste oui, un dernier mot concernant cette slide. Juste faire attention, donc la page précédente vous montrait un petit peu comme quoi c'était de plus en plus médiatisé, les journaux, les différents médias en parlaient de la bière sans alcool. Il y a une réalité qui est un petit peu différente aujourd'hui également, quand on a la possibilité d'échanger avec certains brasseurs. J'ai notamment eu le cas d'en parler avec une brasserie qui s'était posé la question, bah, pourquoi pas de travailler avec nous pour faire brasser à façon une bière sans alcool. Mais finalement, après le passage sur certains événements, après avoir participé à des salons, il y a quand même eu cette impression que c'était beaucoup demandé, mais finalement très peu consommé. Donc il y a aussi, on va dire, cette distinction entre le low alcool et le sans alcool. Le sans alcool, effectivement, c'est très médiatisé, mais finalement, peu derrière recherché par la majorité des consommateurs, là où peut-être le low alcool, attention, hein, c'est juste une hypothèse, ça pourrait intéresser un panel un peu plus large. Donc aujourd'hui, de manière générale, sans s'arrêter à la bière sans alcool, beaucoup de brasseries essayent de diversifier leur gamme pour proposer d'autres alternatives sans alcool que la bière. Donc là, je vous ai mis des exemples, par exemple une limonade, une ginger beer, une hop water, qui sont des produits qu'on est amené à retrouver de plus en plus dans les catalogues des brasseries, donc que ce soit éphémère ou que ce soit plus récurrent dans la gamme. Autre point intéressant également, c'est que là, je vous ai tracé des courbes d'autres boissons. Normalement, on va chercher à être sans alcool. Donc, par exemple, le kombucha le kombucha qui est représenté ici. Et c'est une petite analyse statistique issue de Google Trends pour montrer que finalement, le kombucha est plus recherché, par exemple, sur Internet. Donc, ça peut être des consommateurs, tout comme des personnes qui souhaitent lancer leur production ou qui souhaitent tout simplement savoir plus sur ce produit.
Voilà, déjà, en règle générale, le kombucha est plus recherché que le terme bière sans alcool. Et il y a eu un pic récemment pour ceux qui ont suivi l'histoire avec un influenceur qui a décidé de lancer sa marque. Donc, il y a ce pic à la fin, mais on va dire qui est lié à l'effet de mode et, pardon, et qui a sans doute démocratisé ou fait connaître un peu plus cette boisson. Mais déjà de base, finalement, la bière sans alcool est un peu moins recherchée, donc grosse phase de médiatisation, mais peut-être que dans la réalité des faits, c'est pas un produit encore à l'heure actuelle phare et très recherché. L'inconvénient de la bière sans alcool, il vous est mis ici sur cette slide et notamment sur l'extrême droite de cette page. Quoi qu'il arrive, que vous utilisiez des méthodes physiques qui, on va dire, sont plus adaptées et des techniques beaucoup plus utilisées dans les structures industrielles, déjà par tout simplement le coût de ces installations, ou alors que vous essayez de vous débrouiller avec une technique de macération un peu particulière pour faire votre bière sans alcool, l'utilisation d'une levure spécifique également, une maltose négative ou maltotriose négative. Et bah, quoi qu'il arrive, dès qu'il n'y a plus vraiment cette barrière de l'alcool, nous, on va forcément vous encourager à pasteuriser votre produit pour le garder stable dans le temps. Et ça, mine de rien, ça reste un inconvénient majeur pour les petites structures, les petites microbrasseries qui souhaiteraient, pourquoi pas, au départ, à l'origine, se lancer dans ce nouveau type de produit dont on entend beaucoup parler actuellement. Donc, on retrouve de plus en plus, effectivement, dans des catalogues de brasseries, des bières qu'on va appeler des micros. Donc, notamment, on va essentiellement entendre parler de micro IPA à l'heure actuelle, hein. Ça peut se décliner sur différents styles, mais c'est peut-être ce qu'on rencontre le plus. Idem pour les sessions. Donc, les micros qui se distingueront pour avoir un taux d'alcool inférieur à 3%, mais toujours supérieur à 1,2. Et des bières sessions où on sera entre 3 et 5%. Le gros avantage de ces bières, finalement, c'est que voilà, on veut essayer, pourquoi pas, de récupérer l'organoleptique qu'on aura dans une IPA standard, mais essayer de descendre un petit peu le TAV pour offrir une bière qui, voilà, qu'on puisse consommer voilà, plus facilement, en plus grande quantité avant d'être en état d'ébriété, ce que je ne vous conseille pas. Mais voilà, qui garde malgré tout tous ces aspects d'un point de vue organoleptique. Donc finalement, avec retrouver les arômes de goût intéressants, retrouver des saveurs maltées également. Faut pas que ce soit juste un produit ultra dilué. On verra que derrière, malgré tout, au niveau du process, la dilution peut des fois être la seule solution. Mais voilà, derrière, retrouver tout un équilibre aromatique qui veut dire allégé en alcool ne veut pas dire derrière forcément allégé en goût. Donc on retrouve aujourd'hui de plus en plus de références, comme dit, qui touchent à la fois les brasseries de grande taille comme des brasseries un peu plus petites. Donc les modes de production qu'on peut essayer de mettre en avant pour réussir à produire ces bières un peu plus faibles au niveau du taux d'alcool. Déjà, les premiers leviers, pardon. Là, je prends une slide qui s'applique également pour le brassage de bière sans alcool quand on veut mettre en avant des méthodes un peu biologiques. Ça va être de travailler tout simplement au départ sur notre versement céréalier. Qui dit apport de moins de malt, dit forcément apport derrière de moins d'extrait, donc potentiellement moins de sucre également assimilable pour notre levure au cours de la fermentation et donc moins de production d'alcool. Donc jouer déjà sur ce versement donc, qui sera amené à être revu à la baisse. Derrière, attention, ce versement, on ne peut pas le revoir si bas que ça. On aura une limite pardon, qui sera liée au dimensionnement de notre cuve de filtration. Si au cours de la filtration, vous avez un gâteau qui est finalement trop faible, pas assez conséquent, et ben vous serez amené à avoir des sortes de chemins préférentiels. Et derrière, ne pas récupérer les quelques sucres potentiels que vous voudriez récupérer, mais surtout favoriser la récupération de polyphénol, tanins, qui seraient susceptibles d'apporter des faux goûts à votre bière. Autre point où on peut jouer, donc outre le versement céréalier au départ, ça va être nos différents paliers de brassage. Et ça, essayer un petit peu de bypasser nos enzymes qui sont responsables de la saccharification, de la dégradation de notre amidon en sucre simple. Plutôt essayer de déployer les enzymes qui sont uniquement fonctionnelles pour nous saccharifier, pour nous dégrader l'amidon sous forme de sucre un peu plus complexe, de dextrine, qui ne seront pas derrière, donc métabolisés, utilisés par la levure au cours de la fermentation. Donc on peut jouer là-dessus. Et enfin, l'étape de fermentation, donc toujours quand on veut faire une bière un peu allégée en alcool ou voire une bière sans alcool de manière biologique, où on va veiller à finalement utiliser peut-être une levure relativement sélective, donc
maltose, enfin, une levure qui ne sera pas amenée à consommer l'ensemble des sucres simples. Par exemple, une levure maltose négative ne consommera uniquement les unités glucose, fructose, mais pas les maltoses ni les maltotrioses. Ou alors également faire finalement des fermentations limitées ou des cols contact rapides. Donc concernant un petit peu un versement qu'on sera amené à alléger, donc là je mets un petit peu un point d'attention. Donc je me suis basé dans un objectif ici, donc en prenant l'exemple de la salle à brasser de IFBM, où on voudrait sortir 20 hectolitres d'un mou, voilà, une certaine densité, où là l'objectif c'était d'avoir une densité aux alentours des 7,5 plateaux en original gravity, donc en densité initiale avant fermentation. 7,5 degrés plateau, ça reste une densité qui est extrêmement faible, hein, ça correspond à 1030 en densité spécifique. Donc on va dire qu'après fermentation, on pourrait être sur un profil de bière aux alentours des 2,5, 3%, 3% d'alcool. Donc derrière, j'ai fait un petit peu comme si je calculais une recette de bière. Donc j'ai choisi d'utiliser, on voit trois qualités de céréales différentes, donc à la fois du malt pale, du malt de blé et du flocon d'avoine. Donc c'est, on va dire, une sorte de recette vraiment type IPA, légèrement trouble également, easy IPA, on va dire, mais faible en alcool. Donc, en faisant un petit peu le détail de mon calcul, en connaissant également des valeurs arbitraires que j'ai fixées, donc à savoir le rendement de ma salle à brasser, eh ben, j'ai trouvé que j'aurais besoin au départ finalement de 238 kilos au total de céréales. Lors d'un précédent webinaire, on avait parlé dans la question de l'optimisation finalement de sa brasserie à échelle artisanale, également de l'importance du dimensionnement de son installation, donc importance du dimensionnement du bloc froid, mais également importance du dimensionnement du bloc chaud. Il faut savoir que quand vous travaillez par exemple avec une cuve filtre, cette cuve filtre, elle va accepter un maximum de malt, mais également un minimum dans le risque, au risque sinon, comme je vous l'ai dit précédemment, de créer des sortes de chemins préférentiels, d'avoir un lit, d'avoir un gâteau trop fin, qui permettrait également une mauvaise clarification, qui laisserait passer par exemple des lipides qui seraient impactants derrière pour une oxydation un petit peu prématurée, un vieillissement de votre produit un peu trop rapide. Donc il faut tenir compte de ces contraintes de son installation. On voit, j'ai repris les données idem concernant notre cuve de filtration IFBM sur notre plateforme de production, qui a une surface totale de 2,6 m² avec un minimum acceptable au départ en quantité de malt qui est de 120 kg. Donc je multiplie mes 2,6 mètres carrés par mes 120 kg minimum acceptable au mètre carré et je tombe sur 312 kg de malt. On a vu sur la slide précédente que si je voulais faire un mou avec une densité initiale de 7,5 degrés plateau et en fonction des caractéristiques de mon malt, de mes caractéristiques de rendement, etc., j'arrivais seulement à 238 kg de céréales au départ. Donc malheureusement, je suis à une quantité inférieure à celle minimum acceptée par ma cuve de filtration. Donc on va essayer de ne pas partir sur un mou finalement si faible au niveau de la densité. On va essayer d'avoir un mou supérieur à une densité de 7,5 degrés plateau. Donc ça va être la solution de partir sur une densité initiale un peu plus haute et finalement de finir après l'ébullition par diluer le mou qu'on aura produit. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, vous avez le droit. Le fait également de diluer au cours de l'ébullition, ça vous permet de désaérer l'eau que vous rajoutez au cours du bloc chaud. Attention de ne pas diluer une fois en fermenteur, une fois que c'est refroidi, parce que vous allez apporter de l'eau froide et à ce moment-là, celle-ci sera riche en oxygène et vous retrouverez avec une bière en fermentation qui sera extrêmement élevé d'un point de vue oxygène dissous et donc qui va s'altérer, qui va très rapidement vieillir malheureusement. D'autant plus si vous partez sur une bière houblonnée. Donc voilà, même calcul que précédemment, mais cette fois-ci en visant une densité plus importante, à 10 degrés plateau. Hop, je refais le calcul. J'arrive cette fois-ci à une quantité de 320 kg de céréales, tous mélangés, calculés. Donc cette fois-ci, je suis au-dessus des 312 kg, à savoir le minimum euh, acceptable par ma cuve de filtration. Donc cette fois-ci, je suis sur une densité de mou initiale qui pourra convenir par rapport à mon installation. Derrière, ma solution, ça va être la dilution. Donc il suffit de faire un simple produit en croix pour trouver finalement le volume d'eau qu'on devra ajouter en fin de cuve d'ébullition.
idem, dans le dernier webinaire, lorsqu'on avait parlé d'optimisation, il est toujours intéressant au niveau de sa cuve, il est toujours intéressant, pardon, que sa cuve d'ébullition soit environ 1,5 à 2 fois supérieure au volume de mou qui sera présent à l'intérieur. Donc là, en rajoutant seulement 6,67 hectos, ce qui n'est pas négligeable, mais j'arrive à un volume final de 26,67 pour normalement 20 hectolitres de mou à l'intérieur. Donc normalement, ma cuve d'ébullition est suffisamment grande pour accueillir ces 6,67 hectolitres d'eau de dilution. Donc voilà, ici, j'ai réussi finalement à fabriquer un mou qui sera derrière donc adéquat pour lancer une fermentation pour une bière profilée type session. Parce que j'ai toujours mon objectif ici, où j'ai brassé un mou au départ à une densité initiale de 10 degrés plateau, mais que j'ai réussi à réduire derrière à 7,5. Donc fin fermentation, ça devrait environ me donner une bière aux alentours des 2,5-3% d'alcool. Donc pile dans la définition des lots alcool qu'on a pu voir tout à l'heure, et notamment des micros. Autre action qu'on peut avoir, ça va être également le pilotage d'enzymes. Donc on en a parlé. Essayer de faire agir davantage l'alpha-amylase plutôt que la bêta-amylase. La bêta-amylase est l'enzyme qui va être responsable de dégrader, de découper l'amidon qu'on va apporter par nos matrices céréalières. La bêta-amylase va découper cet amidon en sucre simple. Bah, qui dit sucre simple dit derrière potentiellement une bonne fermentation par la levure, donc production d'alcool. Donc on va bypasser finalement ce palier ici représenté à 66 degrés pour monter directement à un palier de saccharification et laisser davantage travailler l'alpha-amylase qui, elle, découpera l'amidon en dextrine, en sucre complexe. N'oubliez pas également, au cours de ce palier, de faire un test à l'iode. Si celui-ci se montre positif, vous pourrez passer directement au mash out derrière. Si celui-ci est négatif, maintenez toujours un palier à 74 degrés pour saccharifier l'ensemble de l'amidon que vous avez apporté par vos céréales. Euh, donc là, ici, c'est une représentation également qui vous montre la répartition des sucres lorsqu'on fait un palier à 64 degrés, où on va faire travailler essentiellement la bêta-amylase. Donc on voit, on aura toute une production de glucose, de maltose, de maltotriose, qui, on va dire, en conditions standard, avec l'utilisation d'une levure standard, sont des sucres complètement fermentescibles. Là où en étant à 74, on va toujours en produire. Voilà, notre enzyme, par les différentes montées en température, sera amené à travailler, mais va rapidement dans l'idée l'inactiver. On va réduire donc cette part de sucre fermentescible pour augmenter par contre le pourcentage de dextrine et de sucre complexe qui apporteront corps et rondeur à notre bière par la suite. Et enfin, l'autre levier, ça peut être également l'utilisation de levures spéciales. Donc aujourd'hui, pour faire on va dire des bières type session, type micro IPA, il ira rarement utiliser des levures maltose négatives, comme ça peut être le cas par exemple de la LA01 chez Fermentis ou de la levure Lona chez l'Allemand par exemple. Par contre, pourquoi pas intéressant de travailler avec des levures maltotrioses négatives. Donc ils consommeront toujours les maltoses, mais par contre les maltotrioses, eux, resteront dans le pouvoir sucrant, ne seront pas consommés et apporteront un pouvoir sucrant à la bière. Donc vous avez ici des exemples de souches qui sont considérées comme maltotriose négative, donc la S33, la London, la Windsor, par exemple la WLP 002. Donc on voit que ces levures ont un pourcentage d'atténuation qui est plus faible sûrement que vos levures conventionnelles, autour des 66% d'atténuation, mais bien plus élevé que les levures maltose négatives. Équilibre des saveurs, donc une notion importante, hein, comme on l'a dit, finalement on veut une bière un peu allégée en alcool, mais qui garde toutes ses caractéristiques organoleptiques pour que le produit reste bon, reste savoureux, apporte une vraie expérience au consommateur et soit également peintable. C'est souvent ce qu'on va rechercher sur ce genre de produit. Donc une notion qui est importante, ça va être le ressenti, par exemple, de l'amertume. Donc l'amertume va être exprimée en brasserie en IBU, donc en International Bitterness Unit. Vous retrouvez, c'est exactement la même échelle finalement que l'EBU ou l'unité amérisante, des fois qu'on peut retrouver sur la littérature ou sur différents forums internet de brassage ou de brassage. Et bah, cet IBU, il va également être impacté finalement par la densité
par la original gravity de votre bière et de votre mou initial. Donc, vous avez ici un petit tableau qui vous montre que selon votre densité initiale, bah, vous avez beau avoir 20 IBU par exemple, bah, une densité de 1030, on aura un ressenti qui sera relativement houblonné. Là où par contre, sur une densité initiale à 1065, bah, on aura davantage les saveurs maltées qui s'exprimeront et qui finalement masqueront un petit peu le houblon et son amertume, alors que pourtant la valeur, entre guillemets, est la même. Donc ça, c'est un tableau qui est relativement intéressant et que je vous encourage à utiliser si vous avez l'objectif plus tard de faire ces bières un petit peu allégées avec des mous beaucoup moins denses que vos recettes traditionnelles. C'est une valeur qui peut être vraiment pertinente, un tableau qui peut être pertinent. Et idem, ici, vous avez un autre petit document que j'ai screenshot, donc concernant un petit peu le ressenti de la mer entre le côté amer et le côté doux. Vous avez une petite fraction à faire en comparant finalement votre valeur d'amertume sur votre valeur de densité initiale. Et vous pourrez avoir du coup une expression si votre bière est plutôt, on va dire, amère ou si vous êtes plutôt sur un profil relativement doux. Donc, voilà, le tableau de droite, en tout cas, que je trouve relativement pertinent et relativement intéressant. Point important, donc on parlait de bière relativement allégée en alcool. Je ne voulais pas cacher aujourd'hui un style qui plaît énormément à l'ensemble des consommateurs, ça va être notamment les IPA. Donc ces nouveaux styles, ces micros, ces nanos, ces sessions sont souvent déclinés sur le profil de bière IPA. Là où il faut être vigilant, c'est si vous faites un dry hop, et vous serez sûrement amené à en faire un si vous voulez développer ce genre de recette. Et ben, être vigilant au fameux phénomène de hop creep. Donc le phénomène de hop creep, c'est finalement une activité enzymatique présente sur la surface verte, sur la surface foliaire du houblon, qui pourrait derrière engendrer finalement une décomposition de certains sucres complexes en sucres simples. Et si malheureusement vous travaillez à l'échelle artisanale, que dans votre local vous n'avez pas d'installation de filtration, d'installation de pasteurisation, bah, entre guillemets, votre levure, malgré votre garde froide, elle sera toujours présente dans votre produit bière. Une fois que vous avez conditionné, votre bière va être envoyée sur le circuit de distribution. La bière va être agitée, donc la levure, entre guillemets, va être remise en suspension. La température, vous ne savez pas trop également comment va être stockée votre bière, donc la température va être amenée à se rehausser. Et à ce moment-là, bah, finalement, si votre levure, elle est remise en suspension à une température apte à la fermentation et qu'elle rend compte qu'autour d'elle, il y a des sucres simples qui ont été produits par l'ajout de houblon, et ben, ils vont se mettre à les reconsommer. Donc, outre le fait de reproduire du CO2, qui est peut-être le plus gros danger par le fait que les bouteilles derrière puissent exploser, et ben, vous allez également avoir une reproduction d'alcool qui va avoir lieu et qui est potentiellement non négligeable. Là, je vous ai fait un petit détail par rapport à une étude qui a été faite concernant, par exemple, du houblon. Donc, moi, je me suis intéressé au houblon Simcoe, qui aurait été ajouté ici lors d'un dry hop à 10 grammes par litre et qui aurait été resté 7 jours en contact avec la bière. On voit à partir de ce graphique bah, que ça aurait ramené 1,3 degré plateau de sucre fermenticible. Ça aurait apporté 1,3 degré plateau de sucre fermenticible à votre bière. Donc, ces 1,3 degré plateau serait consommable et apporterait du coup une certaine quantité de CO2, mais surtout également une quantité d'alcool non négligeable. Donc, dans le cas de cet exemple, il y aurait un apport de 0,824% d'alcool. Attention, vous, dans le cas d'une micro IPA, d'une session, vous serez sur une bière inférieure à 5,5%. Donc vous avez seulement une tolérance au niveau de l'étiquetage de plus ou moins 0,5%. Donc on voit qu'avec ce phénomène de hop creep ici observé dans cet exemple, eh ben, vous aurez une augmentation qui serait supérieure à votre plage d'acceptation au niveau de l'étiquetage. Donc vous serez potentiellement hors plage au niveau de votre packaging. Donc attention, le hop creep, essayez de le maîtriser au mieux. Donc pour maîtriser le hop creep, entre guillemets, c'est essayer de vraiment faire votre dry hopping au cours de la fermentation encore active et non de faire un dry hopping au cours de la garde froide. Si vous le faites au cours de la garde froide, malheureusement, bah, vos levures vont pas consommer des potentiels sucres simples reformés par l'activité enzymatique du houblon, mais ça aura lieu et malheureusement plus tard, une fois que le produit sera packagé,
Donc attention, hein, le dry hopping, d'autant plus dans ces bières, même dans vos IPA standards, essayez de le faire vraiment au cours de la fermentation active quand vos levures ont encore une certaine activité métabolique. Donc voilà, ici tous des conseils qui vous sont mis. Autre point intéressant justement pour limiter ce prix, pourquoi pas essayer d'utiliser des variétés de houblon un petit peu plus concentrées, à la fois en résine amère et en huile essentielle, et du coup un peu moins en partie végétale, qui sont responsables de la reprise de fermentation par une activité enzymatique à leur surface. Donc, par exemple, soit vous utilisez des houblons qu'on appelle T45, c'est la même chose que le houblon qui s'appelle Cryo chez le fournisseur, chez le houblonnier américain. C'est exactement le même genre de produit où finalement vous êtes 2 fois plus concentré en huile essentielle et en résine amère. Vous avez donc 2 fois moins de matériel vert, de matériel végétal. Également une petite note ici, donc une étude de la SBC, donc c'est l'Association des brasseurs craft américains, qui a mis en avant que certaines variétés, visiblement, généraient un peu plus de hop creep que d'autres. Donc on voit ici l'exemple avec Amarillo et Cascade qui, visiblement, seraient plus sujettes à ce phénomène que Simcoe, Centennial ou Citra. Attention, voilà, on va dire, je vous partage cette information que j'ai pu lire, mais il peut y avoir de grosses variations. Pour le coup, il peut y avoir vraiment un impact terroir entre certaines qualités de houblon. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre le Citra parce qu'il est breveté, mais c'est-à-dire qu'un Centennial, qui est par exemple est cultivé par la Coppe-Oudal, donc en Alsace, et qui pourrait être également cultivé dans une autre région, je vais dire au hasard le sud-ouest, bah, les propriétés entre ces deux cascades, qui sont pourtant des variétés, qui sont la même variété, pourraient être relativement différentes. Donc, on va dire attention à ne pas généraliser cette information, mais visiblement, voilà, la SBC a mis en avant que certaines variétés étaient visiblement plus sujettes à ce phénomène. Concernant l'équilibre des saveurs, donc là on a parlé un petit peu du côté houblon, de l'amertume que vous allez apporter via le houblon et de la concordance avec votre densité originale, l'équilibre que ça apportera au niveau des saveurs un peu douces, un peu maltées par rapport au côté amer du houblon. Là où vous pouvez également faire un ajustement supplémentaire, c'est au niveau de votre profil d'eau. C'est un peu la même chose pour le coup qu'une recette de bière traditionnelle. Attention, l'ajustement des profils d'eau, c'est un petit peu le level supérieur. Il y a beaucoup de choses à maîtriser avant de s'intéresser à son profil d'eau, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant et que ça peut avoir son influence derrière sur l'aspect, sur la sensation organoleptique de votre produit lors de la consommation. Donc voilà, savoir que par exemple, les chlorures vont avoir tendance souvent à apporter une certaine douceur, exprimer davantage les saveurs maltées de votre bière, là où l'utilisation de sulfate auront tendance à exacerber un petit peu les notes amères, voire astringentes quand c'est un peu surdosé, du houblon dans votre profil. Donc je vous ai mis ici un petit ratio qui peut être ciblé lorsqu'on fait une session IPA. Donc ça serait davantage orienté en direction des chlorures plutôt que des sulfates. Les chlorures apporteront dans ce seuil-là, on va dire, davantage de rondeur, un petit peu comme ce qu'on va essayer de retrouver dans certaines NEIPA. Attention, hein, je ne vais pas vous parler de sensations hédoniques, de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, mais ce que ça apporte réellement. Voilà, les NEIPA ont souvent un caractère très rond et outre l'utilisation, par exemple, de flocons d'avoine qui apporteront cette texture et également un petit peu cette rondeur, et bah, souvent le profil d'eau est modifié en faveur d'un ratio chlorure-sulfate relativement exacerbé. On aura à peu près 3 voire 4 fois la concentration de chlorure par rapport à la concentration de sulfate. Donc comment on peut les rajouter, finalement ces ions, ces minéraux? Eh ben, il faut savoir qu'ils font partie quand même de la liste positive des auxiliaires technologiques, à la fois autorisés en conventionnel mais également autorisés en bio. Ils sont souvent notés comme, entre guillemets, agents de coagulation. Ils ne sont pas forcément utilisés pour cette principale fonctionnalité, mais en tout cas, voilà, si vous êtes audité, dites que si vous en mettez, c'est pour en tant qu'agent de coagulation. Mais en tout cas, ils peuvent être utilisés voilà, en bio comme en conventionnel. Voilà, donc c'est souvent sous forme de chlorure de calcium ou sulfate de calcium. À savoir que le calcium, vous, c'est un ion qui est essentiel dans tout le process de brassage, que ce soit au niveau enzymatique lors de la macération,
pour l'isomérisation des acides alpha lors de l'ébullition, également pour faire précipiter le trouble à chaud, derrière comment dire, le métabolisme de votre levure, sa flocculation. Donc le calcium, c'est extrêmement intéressant. Et voilà, pour avoir un équilibre chimique, quand vous ne pouvez pas ajouter du chlorure tel quel, et ben vous le rajoutez sous forme de chlorure de calcium. Idem pour le sulfate. Donc voilà, vous pouvez essayer de vous orienter via un petit peu ce petit tableau qui vous donne un petit peu les perceptions entre le rapport sulfate-chlorure. Ici, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, c'est pour vous aider. Donc, il existe des calculateurs qui vous permettent à savoir finalement quelle quantité de chlorure ou de sulfate vous devez rajouter en fonction du profil d'eau que vous souhaitez obtenir. Donc là, c'est le détail du calcul. Voilà, je vous laisserai regarder ça paisiblement. Donc, comme je l'ai dit, plusieurs calculateurs le font. Un site qui est extrêmement intéressant, ça va être mon eau de brassage, qui vous permet de vous montrer votre profil actuel si vous fournissez à partir de l'eau du réseau au niveau de votre localité, et qui, selon le profil de bière que vous voulez obtenir par la suite, vous montre directement, enfin, vous donne directement la concentration de chlorure de calcium, ou la quantité de chlorure de calcium, pardon, ou de sulfate de calcium que vous devez rajouter, et ainsi de suite selon vos différents désirs concernant la correction de votre profil minéralogique. Sinon, si vous voulez vraiment avoir une analyse de votre profil d'eau actuel, du profil d'eau actuel de l'eau que vous utilisez, votre mairie devrait être en mesure de vous renseigner là-dessus. Donc voilà, un petit peu pour ce webinaire, pardon. Donc là, ça nous a permis de voir un petit peu, de faire un premier point important, je pense, sur le marché. Voilà. Vous montrer après, c'est idem. Je ne vais pas vous donner la vérité, mais c'est un petit peu lié à des échanges, des interactions avec les différents brasseurs, comme quoi, effectivement, il y a une émergence un petit peu du marché bière sans alcool, mais est-ce que la demande vaut la peine de certains investissements? C'est quelque chose qui est vraiment important d'avoir en tête. Voilà, rendez-vous compte, ok, est-ce que si je sors une référence bière sans alcool, je vais en vendre des hectos et des hectos qui vont me permettre de rembourser cet emprunt, rembourser cet investissement? Est-ce que c'est vraiment concordant par rapport à finalement une bière traditionnelle, ma Pils ou ma blonde de base, où j'en vends 15, 20, 50 fois plus? Voilà, une bonne question, on va dire, un petit peu à se poser avant de se lancer dans ce genre de profil de bière, ou du moins dans ce genre d'investissement. Si vous voulez lancer dans une bière sans alcool une fois, il n'y a pas de problème. Et idem, finalement, ça vous sera bénéfique, ça vous montrera un petit peu le temps que vous mettez derrière à distribuer, à vendre ce volume pour voir si vous souhaitez finalement poursuivre en cette direction. Et c'est vraiment une question que se posent pas mal de brasseurs à l'heure actuelle. Aujourd'hui, un bon remède avec finalement un peu moins de difficultés technologiques, notamment concernant la stabilisation, parce qu'il y aura toujours présence d'alcool, ça va être vraiment le développement de ce fameux low alcool beer, donc type session ou type micro, qui va vous permettre de diversifier votre gamme. Donc c'est sûr que par contre, le consommateur qui veut du sans-alcool, bah, vraiment du sans-alcool, il n'y trouvera pas son compte. Par contre, peut-être le consommateur éduqué qui apprécie la bière également au départ, eh ben, sera heureux finalement de peut-être passer une soirée en la démarrant du moins avec cette référence, en pouvant commander plusieurs verres. Donc voilà, des points importants. Par contre, essayez de réfléchir aux techniques que vous allez mettre en place. Donc, premier point qu'on a vu, c'est tout simplement tenir compte, pardon, de la fiche technique un petit peu de vos installations, savoir ce qui est acceptable au niveau de votre cuve de filtration, au niveau d'une quantité de malt minimum à envoyer pour éviter que la filtration soit relativement désastreuse. Derrière, vous pouvez diluer, mais également, si vous voulez, utiliser des levures maltodextrose négatives au besoin. Là où ça sera important, c'est d'un point de vue organoleptique, essayer de maintenir, de rechercher toujours un équilibre. Donc le tableau qui était vraiment intéressant, je trouve, c'est celui qui vous comparez un petit peu l'original gravity avec l'amertume que vous souhaitez ou que vous apportez à votre référence, et derrière la sensation organoleptique que cela donnera au consommateur une fois qu'il consommera votre produit. Et si vous voulez également jouer sur le profil de votre eau, j'en ai pas trop parlé, mais bien sûr, la qualité des maltes ou les types de maltes que vous mettez auront également leur impact lorsque vous utilisez des maltes aromatiques selon le style de l'eau alcool beer que vous voulez faire.
Donc voilà, j'espère que ça vous a donné des pistes, ou du moins que ça vous démocratise un petit peu ce genre de bière dont on entend peut-être moins parler que la bière sans alcool à nouveau au sein des médias ou autres, mais qui amenait quand même de plus en plus à se retrouver ce genre de style de bière dans les gammes éphémères voire permanentes de certaines brasseries et qui, idem, après certains échanges, se montrent, sont ces produits qui visiblement sont convaincants vis-à-vis du consommateur et qui, quand l'équilibre est présent, et que ce n'est pas une bière au profil extrêmement aqueux, et sont des produits largement plébiscités. Et d'autant plus, à nouveau, on en a parlé, selon les périodes saisonnières, donc notamment là, lors du printemps, lors de l'été, lors des beaux jours, et selon également le côté, où vous êtes implanté, la région dans laquelle vous vous trouvez.